Voilà, donc et c'est Elisabeth qui va être médiateur ce matin. Et puis moi, je m'occuperai plus de la partie technique. Donc, je vous souhaite une très belle conférence. Vous avez la possibilité, effectivement, aussi, pardon, excusez-moi, de poser vos questions ou de mettre des réflexions dans le chat où il y a marqué converser. Donc, vous pouvez converser par écrit. Et du coup, Elisabeth surveillera les questions et donc posera les questions à Anne ou si à un moment donné, voilà, il y a des choses où c'est mieux que vous preniez la parole, c'est Elisabeth qui va gérer tout ça. Donc vous pouvez mettre des petits messages dans Converser. Voilà, et j'espère que je vous ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Euh, En tous les cas, voilà, c'est parti pour... Alors, moi, je vais juste te dire un petit mot avant, juste pour Pardon. dire à quel point je suis vraiment reconnaissante à Anne d'avoir accepté de nous faire cette conférence parce que elle va nous apporter des éléments incroyables, c'est-à-dire que grâce à elle, nous allons voir la voix. Et ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux parce que bah, on écoute la voix, ça paraît assez évident pour chacun d'entre nous. Voir la voix, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Voilà, donc moi je laisse la parole à Anne et je me ferai votre porte-parole si vous avez des questions. Et comme vous le savez, à la Maison de la Voix, il n'y a jamais de questions idiotes. Donc toutes les questions qui vous passent par la tête sont les bienvenues. Et Anne, je pense, y répondra sans aucune difficulté. Voilà. Merci beaucoup Isabelle et Elisabeth Juste de me encore laisser la parole et de m'avoir sollicité pour ce webinaire. Juste un petit problème technique. Il y a quelqu'un qui a un problème de micro ou qui touche son micro et ça fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si, voilà. Il faut, alors par contre, laissez vos caméras si vous voulez, mais éteignez les micros. Parce que si jamais il y a des bruits parasites, c'est embêtant. Voilà. Alors je sais pas. Alors là, par contre, Anne a coupé son micro. Votre micro est coupé, Anne. Est-ce Voilà. que vous m'entendez là? C'est bien? Voilà. Merci. Pardon. Je vous vois opiner. Très bien. Bon, bah écoutez, on va commencer. Donc, je vais me présenter d'abord, hein. Je m'appelle Anne Menansicard, donc je suis orthophoniste de formation. J'ai exercé pendant 25 ans en pratique clinique. Et je suis aussi formatrice pour les orthophonistes en formation professionnelle continue dans le domaine spécifiquement de la voix, mais aussi de la parole. Je suis donc auteur avec Étienne Sicard donc de deux logiciels professionnels à destination des orthophonistes qui s'appellent donc Vocalab qui est pour la voix et Diadolab pour la parole. Et donc j'ai arrêté ma pratique clinique en 2015 pour me consacrer à la recherche-développement et de ces outils, puisque ça demande quand même du travail, et à la formation à ces outils. Voilà, pour ne pas faire trop de choses à la fois. Euh, donc ce travail a été initié il y a bien longtemps maintenant, hein. J'ose même plus compter les années puisque ça fait plus de 25 ans. Je dis, chaque année je dis 25 ans, donc au final ça doit quand même bien faire maintenant pas loin de 27-28 ans que l'on travaille ensemble donc avec Étienne Sicard sur ces projets-là. C'est un peu par passion, enfin c'est beaucoup par passion. Voilà, donc je vais présenter un peu Étienne, hein, qui est un acteur principal et très important de ces projets. Donc, en plus d'être mon mari, il est professeur donc, à l'INSA de Toulouse, hein, qui est une école d'ingénieurs. Et il a en fait une double casquette. Donc ça, c'est la chance que l'on a en orthophonie, c'est qu'il ait eu cette double casquette en fait de à la fois informaticien, c'est-à-dire qu'il a programmé énormément de logiciels, mais pas que dans le domaine de l'orthophonie, dans le domaine de la microélectronique aussi. Et il a une spécialité dans le traitement du signal. Donc en fait, cette double casquette a été vraiment une opportunité extraordinaire pour moi de réfléchir ensemble, de cogiter, hein,
quand les enfants étaient couchés le soir, à la construction d'outils pour les orthophonistes. Euh, voilà, donc en fait, ce logiciel, donc là je parle plus particulièrement de Vocalab, hein. C'est un logiciel qui est vraiment né dans la pratique clinique. C'est-à-dire que c'est pas un logiciel qui est sorti d'un laboratoire et qui a été plus ou moins adapté à l'orthophonie, ou ni un logiciel on va dire, industriel, entre guillemets. C'est vraiment quelque chose qui est parti d'un besoin, c'est-à-dire de pouvoir visualiser la voix. Alors, pour les orthophonistes qui sont plus toutes jeunes, il y avait à l'époque le phonaudioscope, il y avait des systèmes, mais qui étaient assez rudimentaires, hein, des oscilloscopes, et Burrell Maisoni avait déjà, comment dire, mis en œuvre tout cela. Mais il n'y avait pas grand-chose, et le but c'était de faire un outil vraiment pour les orthophonistes libérales. Parce qu'en fait, il y avait des outils, on va dire, universitaires, hein, qui existent encore et qui sont encore très utilisés, comme Pratt, de Borsma et Winning. Il y a des logiciels aussi professionnels, phoniatriques, qui existent encore aussi, comme VisiPitch, Eva, qui sont des logiciels, on va dire, plutôt pour les phoniatres et pour le domaine, on va dire, hospitalier. Mais il n'y avait rien pour les orthophonistes en libéral à un coût raisonnable. Donc on s'est dit, ben, retroussons-nous les manches et tentons de faire quelque chose pour les orthophonistes. Donc il est né de ça, de ce besoin. Et il a été, alors l'avantage de ce logiciel, c'est qu'on a pris un peu le problème à l'envers. On a été assez novateur dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle maintenant, qui n'existait pas à l'époque, des pratiques agiles, c'est-à-dire que au lieu de construire un logiciel et puis de le tester vaguement sur le terrain, on a conçu, testé euh, pratiquement en temps réel. C'est-à-dire que je revenais du cabinet et je disais, bah, c'est fabuleux parce qu'il faut quand même toujours être encourageant, mais ce serait encore mieux si. Et donc, on a amélioré comme ça le logiciel. Il faut savoir que le logiciel, au départ, était un logiciel pour la rééducation uniquement. Donc, c'était du feedback en temps réel, mais il n'y avait pas de module d'évaluation. Et c'est plus tard, quand la grande mode, la grande vogue des bilans chiffrés est arrivée en orthophonie, qu'on s'est dit, bah, autant faire le boulot jusqu'au bout et proposer aussi un module d'évaluation. Donc, il y a un énorme travail qui a été fait de recherche-développement pour essayer de savoir qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine. Donc là, les Américains ont été précurseurs et donc on avait déjà en fait fait un travail considérable dans ce domaine-là. Nous, notre mérite, c'est qu'on a essayé d'abord de le franciser et puis de rassembler tout ce qu'il fallait sur une même plateforme pour que les orthophonistes n'aient pas à aller chercher un petit outil par-ci, un petit outil par-là. L'idée, c'était de tout rassembler sur une même plateforme. Voilà, donc l'avantage aussi, c'est que il n'y a un seul codeur, c'est Étienne Sicard, ce qui fait que il a la maîtrise du code en totalité. Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est un énorme avantage parce que ça assure le suivi du logiciel au cours du temps. Et c'est ce qui a fait aussi la renommée du logiciel, c'est que il a évolué avec les orthophonistes, avec la pratique. Et là, je rends hommage quand même à la patience d'Étienne qui a accepté de prendre en compte absolument toutes les remarques des orthophonistes, puisqu'il a été ensuite diffusé à partir de 2001. Et à partir du moment où il a été diffusé, l'amélioration, la prise en compte des remarques utilisateurs a toujours été extrêmement, on va dire, euh, vraiment pris en considération. Voilà, donc il a été diffusé par la société GERIP, qui est une société très connue en orthophonie qui s'appelle, donc c'est le groupe d'études en recherche et de recherche en informatique professionnelle qui diffusait des logiciels pour les orthophonistes. Et je dois dire qu'on a eu un partenariat vraiment très bienveillant, très constructif avec eux. Ils nous ont vraiment
totalement fait confiance. Et ça a été vraiment aussi notre deuxième chance. Et j'en suis très, très, très reconnaissante. Et qui nous a permis vraiment de rajouter au fur et à mesure tout ce qui nous semblait utile à rajouter pour que les orthophonistes aient vraiment un outil professionnel de très grande qualité et fiable pour leur pratique. Voilà, alors ça c'était ma première partie, hein, c'était l'introduction. Maintenant je vais vous parler un peu des objectifs. Ensuite je vais vous parler un peu de l'approche, ce que j'appelle l'approche AMCO, hein, qui n'est pas une méthode mais qui est une approche. Ensuite bien sûr, je vais vous montrer le logiciel et ensuite j'illustrerai mes propos par 3 ou 4 exemples de voix et d'analyse spectrale et je vous montrerai à la fin 3 exemples d'exercices que l'on peut faire en temps réel. Et puis ensuite, je ferai une petite conclusion et on pourra discuter. Si par contre vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. J'y répondrai très volontiers. Alors au niveau des objectifs, le but c'était de permettre aux orthophonistes de faire du feedback en temps réel, c'est-à-dire de montrer aux patients le moindre de ses progrès. Puisqu'en fait, on se rend compte que lorsque l'on prend en charge des voix, des problèmes de voix, les patients n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils font. Et soit ils pensent que c'est très bien comme ça, soit ils pensent que ça va pas. Mais lorsqu'ils progressent, ils se souviennent plus en fait de ce qu'ils ont fait avant. Et parfois même, ils n'imaginent même pas qu'ils aient pu progresser. Et le fait de pouvoir leur montrer en temps réel ce qu'ils font, ça permet de pointer du doigt ce qui n'est pas forcément optimal et d'en avoir la preuve. Hein. Ce n'est pas nous, en tant que thérapeutes, qui jugeons la voix, mais c'est l'outil qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça va dans les deux sens. Donc je vais essayer aussi d'élargir un peu mes propos aux chanteurs, puisque il se trouve que j'ai aussi travaillé avec une chanteuse lyrique à Toulouse, qui est assez connue dans la région, et qui m'a permis d'enregistrer et de faire des expériences avec ses élèves. Et c'était très intéressant de voir que certaines personnes qui avaient des voix qui étaient très sûres d'elles par rapport à leur voix ont pu constater que oui, en effet, il y avait un certain nombre de choses qui étaient extrêmement remarquables dans leur voix et d'autres qui ne l'étaient pas, mais que, voilà, qui étaient, entre guillemets, il n'y avait pas de prise de conscience de cela. Et qu'au contraire, des élèves qui étaient très peu sûrs d'eux ont pu découvrir que, eh bien, malgré tout, elles avaient des qualités que l'on pouvait vraiment voir et objectiver sur le spectre. Donc ça a un peu un double effet. Donc le but, c'était de travailler, d'encourager le patient en leur montrant le moindre progrès et de travailler distinctement les différents paramètres de la voix. Puisque finalement, autant, je pense que vous allez être d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'autant c'est assez facile d'expliquer ce qu'est la hauteur de la voix, ce qu'est l'intensité, autant expliquer le timbre, eh ben c'est pas facile. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, les chanteurs utilisent des images, des représentations visuelles, ou lorsqu'ils sont, on va dire, formés un peu à la physiologie, ils expliquent un petit peu sur le plan physiologique. Les médecins vont pouvoir expliquer aussi cela avec, on va dire, une représentation plus physiologique, plus médicale, en lien avec la qualité des vibrations des cordes vocales, etc. Mais finalement, quand on a une représentation spectrale, c'est extrêmement facile, même à des enfants, d'expliquer ce qu'est le timbre. C'est-à-dire qu'en gros, on leur dit, ben voilà, le timbre, c'est plus il y a de traits, c'est-à-dire plus il y a d'harmoniques sur le spectre, plus ça veut dire que la voix est riche. Donc c'est très simple. Donc ça permet vraiment d'expliquer plus facilement cette dimension du son qui est pas du tout évidente à appréhender. Voilà, alors c'était aussi, on s'est inscrit aussi dans une démarche et qui est encore actuelle en ce moment, c'est la démarche probante. C'est-à-dire que
bien sûr, on a des méthodes, on a des approches en orthophonie, mais l'idée c'est, bon, d'accord, mais est-ce que ça marche vraiment? Qu'est-ce qui nous prouve que ça marche? Donc l'idée c'était de dire, bon, eh bien, on va faire une ligne de base, un bilan de base, et ensuite, un mois après, un mois et demi ou 2 mois après, tant de séances après pour l'orthophoniste, on va refaire exactement le même protocole et on va comparer les données. Et ça, donc Vocalab nous permet de le faire. C'est-à-dire que on a un protocole qui est très contraint avec des consignes extrêmement précises qui sont fournies dans le logiciel, ce qui permet à l'orthophoniste de ne pas chercher, alors voyons aujourd'hui qu'est-ce que je vais prendre comme consigne, un peu, on va dire, en s'adaptant au patient. Non, c'est tout le monde est mis à la même enseigne, d'accord, hein. Toutes les consignes sont faites pour, et on va faire seulement 3 enregistrements, mais des enregistrements qui sont choisis pour être vraiment optimisés, c'est-à-dire c'est ceux qui vont vous donner le plus d'informations en un minimum d'efforts. Et puis on va en rajouter d'autres, hein, l'idéal étant de faire 4-5 enregistrements, 5 ou 6 enregistrements en fonction des patients qu'on reçoit. Et puis on va comparer. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on va tout de suite s'apercevoir qu'une méthode n'est pas adaptée au patient, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas adaptée à un autre. On va tout de suite s'apercevoir que, ben non, si la voix est éraillée, c'est pas fonctionnel, c'est parce qu'il y a une lésion sur les cordes vocales. Alors en général, quand même, on reçoit les patients, nous, orthophonistes, en ayant le patient a en principe eu un rendez-vous chez l'ORL ou chez le médecin phoniatre, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc quand ce n'est pas le cas, on peut tout à fait faire un bilan fonctionnel, un bilan orthophonique, pardon. Mais quand on voit que si on démarre les séances parce qu'on pense que c'est fonctionnel, mais qu'il n'y a aucune amélioration, alors on peut être alerté par un certain nombre d'indicateurs qui vont nous dire, vu la représentation spectrale, vu l'image spectrale, à mon avis, il y a une lésion. Donc s'il y a lésion, il y a forcément, on ne peut pas commencer là pour le coup un suivi sans avoir l'avis d'un phoniatre qui, eux, sont les seuls, avec les ORL, certains ORL, pas tous, mais à avoir des outils pour aller vraiment explorer la voix, le fonctionnement de la voix. Voilà. Donc l'approche AMCO maintenant. L'approche AMCO, c'est l'approche que j'appelle métacognitive et objective. Donc ce n'est pas du tout une méthode, hein, je ne me revendique pas d'une méthode, mais seulement on va dire d'une démarche vraiment clinico-scientifique. C'est-à-dire que on se base, on essaye de ne pas trop se faire influencer par le patient lui-même. Hein, c'est presque une approche. Hein, je le fais de façon ponctuelle avec des orthophonistes qui m'envoient des fichiers de sons anonymisés, qui m'envoient en fait les fichiers sons et qui me demandent mon avis. Je ne sais absolument rien du patient. Je ne vois pas le patient, donc je ne suis pas influencée du tout. Et je fais des analyses factuelles et je renvoie les analyses à l'orthophoniste qui, elle, va comment dire, les analyser au regard et à la lumière de ce qu'elle sait du patient, de ce qu'elle connaît de lui, de l'anamnèse médicale qui est fournie par le médecin phoniatre et de l'anamnèse orthophonique qui est différente, qui est faite par l'orthophoniste. Voilà, donc l'approche AMCO, c'est une approche objective, scientifique, et aussi on accorde énormément d'importance à l'analyse métacognitive. Alors la métacognition, c'est la capacité du sujet à s'auto-évaluer. Et dans les pratiques probantes, dans l'approche pratique probante, voilà, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire qu'on ne se soucie plus de l'évaluation à l'oreille, hein, qui n'est pas fiable, qui est subjective en fait, hein, mais on va corréler, et c'est ça, on va dire, l'originalité de l'approche, c'est qu'on va corréler l'évaluation, l'auto-évaluation du patient, c'est-à-dire ce qu'il perçoit de sa voix, avec les mesures objectives.
D'accord? Donc, pour illustrer mes propos et puis pour que vous voyez un petit peu autre chose que ma tête, je vais partager l'écran et je vais vous montrer donc l'échelle d'auto-évaluation très rapidement. Alors, je vais aller dans... Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran là? Donc, alors, pourquoi je peux je peux pas cliquer sur patient? Comment ça se fait? Ben là, voyons. Voilà. Donc, ici, vous avez l'échelle d'auto-évaluation avec 5 critères où on va poser la question au patient. Vous allez vous auto-évaluer suivant ces 5 critères. Donc, il y a un critère de confort, un critère d'endurance, un critère de performance, un critère de qualité. Donc, c'est lui qui juge la qualité de sa voix, c'est pas nous. L'adaptation. Et en fonction de la réponse du patient, d'accord, hein, la coloration va soit aller vers de l'automnal, soit vers du printanier. Et en gros, plus ça va vers de l'automnal, voire du rouge, moins ça va. Moins ça veut dire que la gêne est importante. Vous voyez la fiche patient là ou pas? Oui? D'accord, parfait. Donc ici, vous voyez que en fonction des critères que j'ai mis, la gêne est considérée comme modérée. Voilà, donc, alors on va arrêter le partage d'écran. Voilà. Donc, l'avantage, c'est qu'on va corréler les données de l'auto-évaluation, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus gêné finalement en termes de confort, est-ce qu'il est plus gêné au niveau endurance, est-ce qu'il est plus gêné par rapport à ses performances en hauteur, en intensité, et ça va nous guider ensuite sur, on va dire, le diagnostic orthophonique et là où est le problème, et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ce patient? D'accord? L'idée n'étant pas, on va dire, de plaquer une méthode censée être utile à tous les patients, mais de commencer par se demander, au fait, c'est où que ça ne va pas. D'accord? Et ça, c'est très, très important. Voilà, donc je vous ai déjà parlé de l'approche probante, du protocole avec seulement 6 enregistrements. Et donc, l'idée, c'est de corréler des informations de type objectif avec des mesures et avec l'auto-évaluation du patient. C'est-à-dire, c'est vraiment le patient face à sa voix, l'orthophoniste est plutôt en posture de recul. Ce qui est vraiment bien, parce qu'on sait, nous les orthophonistes, que c'est pas toujours facile de motiver des patients à suivre les rééducations, mais le fait de comment dire, qu'il y ait un outil permet vraiment de crédibiliser aussi le travail des orthophonistes, hein, qui n'est plus, hein, il y a beaucoup d'orthophonistes maintenant qui sont formés, hein, puisque ça fait 15 ans qu'on forme. La plupart des orthophonistes qui sont spécialisés en voix sont formés, la plupart des formateurs en orthophonistes sont formés. Donc, voilà, c'est quelque chose maintenant qui est tout à fait courant, hein. Alors, toutes n'utilisent pas forcément Vocalab, hein. Il y en a qui utilisent Prat ou d'autres applications, mais en tout cas, la visualisation, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est maintenant rentré dans les mœurs, un peu comme voilà, le médecin qui prend ses constantes, en fait, hein. Bah là, c'est un peu l'orthophoniste prend les constantes de la voix. Voilà, alors pour pas vous faire trop patienter encore, je vais de nouveau faire un partage d'écran pour vous montrer un peu le logiciel, comment il est architecturé. Donc je vais de nouveau faire partager l'écran. Là. Voilà, donc je bois un petit coup. Ça va, je vous ai pas perdu? Alors, donc voilà à quoi ressemble cette plateforme.
Donc, vous voyez qu'on en est à la version 4. Donc, il y a eu énormément enfin, il y a eu plein de versions avant et c'est un outil vraiment qui a évolué et qui maintenant, on va dire, s'est stabilisé, hein. Il y a bien sûr toujours des petites choses, mais dans l'ensemble, maintenant, il est assez stabilisé dans cette version-là. Donc, vous avez trois grands modules. Vous avez le module évaluation qui sert, donc qui permet d'avoir, donc quand on rentre dedans, vous avez 4 sous-modules. Donc, ces modules-là permettent d'avoir une évaluation extrêmement précise de toutes les caractéristiques de la voix. Donc, vous avez le spectrogramme que je vous montrerai tout à l'heure, qui est, on va dire, pour moi, l'outil roi, qui est mon préféré, on va dire, celui qui m'a été le plus utile dans ma pratique, qui permet donc d'évaluer extrêmement précisément le timbre de la voix, d'accord? Donc sur un A, hein, donc c'est très simple. Ensuite, vous avez le module F0 plus étendue vocale qui permet d'avoir une évaluation très très précise aussi, hein, au hertz près, de la hauteur de la voix du patient et de son expressivité en voix conversationnelle, dans son expressivité spontanée, d'accord, et de sa capacité, de son étendue vocale, hein. Pour nous, orthophonistes, on parle plutôt d'étendue vocale que de tessiture, qui est un terme, on va dire, plus musical, hein, on va dire, acoustique. Donc, on va évaluer l'étendue vocale confortable. Et puis, on va corréler, l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir corréler les deux. Et c'est ça qui va être très intéressant. Ensuite, on a un autre outil qui est extrêmement pertinent, qui va nous permettre d'évaluer l'endurance vocale. Donc, on a une épreuve d'effort vocal, hein, qui est très connue, hein, qui est la fameuse épreuve SESE pour les orthophonistes. Et cette épreuve permet de savoir, en fait, de repérer où est le problème. Est-ce que le problème est plutôt au niveau glottique? Est-ce qu'il y a une lésion? Est-ce qu'il y a un défaut de fermeture? Est-ce qu'il y a une lésion qui concerne plutôt le ligament ou une lésion qui concerne plutôt l'aspect muqueux? Et donc, ce qui est incroyable, c'est que le spectre, en fait, va nous dire tout ça. Mais dans cette épreuve-là, on va essayer de savoir si c'est plutôt un problème de pression sous-glottique, donc de respiration, hein, ou un problème glottique, ou un problème articulatoire. Et c'est la seule épreuve qui permet d'évaluer la qualité de la pression susglottique et donc de l'efficacité, on va dire, articulatoire, qui est très importante, qui est extrêmement importante en fait dans la qualité, enfin le rendement de la phonation. Puisque ce qui nous intéresse, nous, orthophonistes, contrairement donc plutôt aux pédagogues de la voix ou aux chanteurs, les chanteurs vont s'intéresser à la qualité de la voix, aux performances vocales. L'orthophoniste va plutôt s'intéresser à la fonctionnalité de la voix. C'est-à-dire, non pas est-ce que ma voix est jolie, etc., mais est-ce qu'elle est fonctionnelle au regard des prérogatives personnelles et surtout professionnelles, hein, puisqu'on a en orthophonie, on a quand même beaucoup d'enseignants et de personnes qui utilisent beaucoup leur voix. Donc cette épreuve-là est déterminante. Et ensuite, la dernière épreuve, c'est on va évaluer la dynamique vocale, c'est-à-dire la capacité du sujet, sa flexibilité vocale. Donc on va le corréler avec l'indicateur d'auto-évaluation adaptation, c'est-à-dire est-ce que le sujet est capable d'utiliser sa voix dans plein de modalités différentes? Est-ce qu'il a une voix impliquée? Est-ce qu'il a une voix d'appel? Est-ce qu'il a une voix murmurée, c'est-à-dire la voix qu'on utilise dans les transports en commun quand on ne veut pas faire trop de bruit? Ça, c'est tout ça. Et s'il y a une bonne dispersibilité des airs que l'on va construire en fonction des enregistrements, alors on pourra dire au patient, eh bien voilà, monsieur ou madame, vous avez retrouvé une bonne flexibilité vocale, une bonne dynamique vocale. Donc, on peut arrêter les séances ou au contraire dire, bah, écoutez, moi, il me semble qu'il vous manque un peu quelque chose encore, on va continuer. Donc, en fait, c'est des outils qui non seulement vous permettent de dire,
oui monsieur, oui madame, vous avez besoin d'orthophonie, c'est-à-dire qu'il y a des mesures, il y a beaucoup de mesures, hein, donc, hein, il y en a à peu près une quinzaine, donc on ne juge pas sur une ou deux mesures, on juge sur une quinzaine d'éléments, une quinzaine d'indicateurs qui vont nous dire, oui, ça relève de l'orthophonie ou non, ça ne relève pas de l'orthophonie, vos constantes sont bonnes, ça relève peut-être du suivi de coaching vocal ou de pédagogie vocale. Voilà. Et donc, ça permet aussi d'aider l'orthophoniste à arrêter un suivi. Parce que malgré tout, et je pense que mes collègues, dont certaines que je connais, sont d'accord, c'est-à-dire qu'en voix, il y a un paramètre tellement émotionnel, tellement affectif, que c'est parfois difficile aussi d'arrêter des séances, alors que la voix va bien. Donc, tous ces outils vont nous mettre dans une posture très confortable de quelque part, c'est pas trop moi qui décide, c'est d'accord, c'est vous et c'est l'outil. C'est vous l'auto-évaluation et c'est l'outil qui va aider à prendre une décision ou à convaincre le patient d'une décision ou d'une autre décision. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc voilà pour la partie évaluation. Donc on a une batterie de mesures très très précises. Et puis on a le module rééducation avec 4 modules qui vont nous permettre de travailler là pour le coup distinctement et de façon spécifique chaque paramètre de la voix. Donc le souffle, la qualité de la constriction, donc la pression susglottique, le timbre avec la résonance vocalique, l'importance de travailler sur le timbre, c'est en général un des premiers axes thérapeutiques qu'on met en place. La hauteur, le contrôle de la hauteur tonale, c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure, et puis le paramètre articulation, sachant que tous les outils d'évaluation peuvent être utilisés en temps réel, c'est ce que je vous montrerai aussi. Donc en gros, ça nous fait 8 outils possibles de rééducation, puisque les outils peuvent être utilisés en différé ou en temps réel. Voilà, donc bon, la grande valeur ajoutée, on va dire, du logiciel par rapport à, on va dire, d'autres outils existants, c'est que tout est mis sur la même plateforme, qu'il y a le protocole intégré, qu'il y a comment dire, la possibilité de faire à la fois du différé et du temps réel. Et il y a aussi une médiathèque. Donc ça, c'est un travail qui a pris énormément de temps à construire, où vous avez des vidéos de cordes vocales, hein, qui permettent de montrer, ça a été fait en coopération avec le CHU de Toulouse. J'en profite pour remercier le docteur Voisard et le professeur et le docteur Giacchero aussi, qui est phoniatre à Nice, qui ont accepté de nous transmettre ces vidéos de cordes vocales, qui permettent en fait d'expliquer, puisque bon, parfois, souvent les patients sont passés par la case phoniatrie, bien sûr, ou ORL, mais pas toujours. Donc ça permet aussi de voir de montrer des cordes vocales. Là, vous voyez bien? Donc bon, je vous montre rapidement voilà, je vous montre par exemple un polype. Et en stroboscopie. Donc en plus, c'est très très intéressant d'avoir pour nous la stroboscopie. Hein, c'est pour ça que c'est très intéressant quand on peut échanger avec le médecin phoniatre et avoir ces images-là. Et donc, on va avoir le lien direct entre ça et la représentation spectrale qui nous montrera bien sûr la fuite glottique, qui nous montrera tous ces éléments-là. Alors, pourquoi là, je ne peux pas sortir de là? Alors, ah oui. Donc voilà, on a aussi une bibliothèque de sons qui nous permettent de faire toutes les formations. En fait, on fait toutes les formations en illustrant nos propos avec ces fichiers sons. Je vais vous en montrer quelques-uns. Ensuite, on a un accès à une base de données énorme de voix. Il y a plus de 600 cas de voix, avec des fiches thérapeutiques, des fiches associées. Ça, c'est un travail
considérable qui a été réalisé en partenariat avec au moins une trentaine d'orthophonistes qui ont accepté de transmettre des enregistrements et qui permettent d'avoir et qui nous ont permis en fait d'avoir énormément de cas de voix avec le même protocole et donc de faire des calculs statistiques qui nous permettent de vérifier toutes les valeurs référentielles que l'on avait intégrées au logiciel. Et puis de faire des études sur des groupes de cas, puisqu'il y a tous ces cas sont codés selon une pathologie, une nomenclature qui s'appelle la nomenclature de Verdolini et qui nous permet de faire des études statistiques, ce qui a été fait dans le cadre de mémoire sur les indicateurs en fonction des pathologies. Voilà. Et on a aussi des graphiques qui nous permettent de monitorer les progrès du patient et de faire du avant-après. Voilà. On a aussi des outils statistiques maintenant qui sont très performants, qui nous permettent de faire un peu ce qu'on veut en fait, hein, et de charger, de faire manger tous ces cas, tous ces enregistrements au logiciel pour qu'ils sortent des graphiques avec des moyennes, écart types, etc. Voilà, donc ça c'est surtout dans le but de faire de l'éducation thérapeutique et au niveau pédagogique, hein, c'est très utilisé dans les écoles d'orthophonie pour travailler sur les années spectrales, travailler sur les pathologies et montrer un peu tout ça. Voilà, donc on l'a fait aussi dans un but didactique et puis parce que pour nos formations, on avait besoin de supports accessibles tout de suite. Voilà, donc là, je vous ai montré l'essentiel du logiciel. Voilà, donc la grande valeur ajoutée, c'est le spectrogramme en temps réel qui permet en fait vraiment de tout voir. Ça a été pour nous quelque chose de sensationnel parce que c'est l'outil que j'utilisais le plus et c'est un peu le sérum de vérité, c'est-à-dire qu'on voit tout sur le spectre. Il y a rien qui passe inaperçu. Et donc c'est grâce à ce travail-là, c'est ce travail-là qui m'a convaincue dans l'idée que l'évaluation, que notre oreille se faisait complètement blouser et que l'évaluation subjective, quand elle n'est pas étayée par un outil scientifique et objectif, était extrêmement, on va dire, subjectif, c'est-à-dire vraiment lié à l'oreille mais que ce n'était pas la réalité. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'alors ou si je poursuis je voulais vous montrer, donc, en gros, le spectre d'une, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le spectre d'une voix normale. Qu'est-ce que c'est qu'une voix considérée comme normale? Et le spectre, je vais vous montrer le spectre d'une voix considérée comme altérée, ensuite une voix vraiment patho, et ensuite une voix travaillée. Comme ça, vous verrez un peu les différences spectrales. Donc, je vais aller dans spectrogramme et je vais aller chercher un enregistrement d'un A tenu avec la consigne de faire un A bien sonore du mieux que vous pouvez. Donc voilà le spectre. Donc ici, on a le trait noir qui nous dit que Vocalab a bien détecté la fréquence fondamentale. Ici, les harmoniques, d'accord? Alors, on voit par exemple sur cet enregistrement que la deuxième harmonique est particulièrement intense, hein, puisque là, les couleurs, c'est les dégradés de couleurs correspondent à l'intensité de la voix. Et on voit aussi que la quatrième harmonique est aussi assez énergétique, hein, c'est ma signature vocale, c'est mon empreinte vocale. C'est comme ça qu'on me reconnaît en fait, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Si on dézoome un petit peu, attendez, je vais décaler ça parce que ça me gêne. Si on dézoome un peu, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'énergie harmonique sur les harmoniques haute fréquence, d'accord? Mais bon, c'est pas non plus une voix considérée comme travaillée. Hein, vous verrez après ce que c'est qu'une voix travaillée. Et ensuite, je vais cliquer sur l'onglet indicateur. Et
les indicateurs vont me dire, bon, ben, c'est une voix qui a une attaque qui n'est pas terrible, hein, puisque l'indicateur est au-dessus de 1, il est dans le orange, mais ça veut dire que c'est pas extraordinaire, mais enfin, c'est pas pathologique non plus. Ils vont me dire que la voix est assez peu stable, qu'il y a un petit problème de stabilité en hauteur. En fait, c'est ma voix, hein, d'accord? Donc, eh bien, comme je n'ai plus 20 ans, ben, ma voix commence à perdre un peu de sa stabilité. C'est normal. Voilà. Et puis donc là, j'ai une voix qui est par contre assez stable en amplitude. Et j'ai une voix qui a par contre assez peu de bruit dans la voix, hein, puisque l'indicateur là est très, très bas, il est dans le vert. Et j'ai une voix qui est relativement riche, sans plus, mais où il n'y a pas de souci particulier. Donc là, j'ai tout de suite la représentation de tous les indicateurs immédiats de ma voix. Donc ensuite, je vais aller chercher dans la médiathèque, je vais aller chercher une voix dite altérée, c'est-à-dire que elle n'est pas belle, mais c'est pas c'est pas catastrophique. Alors je voulais vous montrer hauteur instable. Est-ce que vous l'avez entendu? Alors, donc je vous montre. Voilà. Voilà. Donc là, on voit déjà par rapport à ma voix qu'il y a beaucoup moins d'harmonique. D'accord? Et on va lui demander donc de calculer les indicateurs. Les indicateurs ne sont calculés que sur le protocole spécifique que l'on donne dans Vocalab, hein. Donc là déjà, c'est beaucoup moins bien. C'est-à-dire que c'est une voix qui a une attaque qui n'est pas terrible, mais pas catastrophique, qui a une instabilité en hauteur, qui est assez instable en amplitude. Vous voyez que l'instabilité en hauteur et l'instabilité en amplitude, c'est deux critères qui sont extrêmement difficiles à dissocier au niveau de l'évaluation subjective, mais qui sont ici bien dissociés sur le spectre. On peut très bien avoir une voix instable en hauteur, mais pas instable en intensité et vice-versa. Les deux indicateurs ne sont pas corrélés. Ensuite, on a une voix qui est relativement propre. Donc, quand on entend cette voix, on se dit, on focalise sur l'instabilité et sur la pauvreté, mais personne, si on fait une évaluation à un jury d'écoute, personne ne va juger sa voix relativement de qualité au niveau du timbre. Parce que on est toujours accaparé par les évaluations plutôt négatives, surtout si c'est un patient qui vient nous voir. On va rarement pointer du doigt ce qui va. Et ici, on voit que c'est effectivement une voix très pauvre, c'est-à-dire qu'au-dessus de la limite qu'on a fixée à 1300 Hz, il y a très peu de résonance harmonique. Donc, l'indicateur de pauvreté harmonique est assez élevé. Voilà, donc ça, c'est une voix considérée comme altérée, hein. Maintenant, je vais vous montrer une voix, une voix considérée comme pathologique. Alors, ce serait, voilà, pathologique. Et je vais vous montrer voilà, une dystonie. Donc là, on voit déjà que c'est plus du tout pareil. C'est-à-dire qu'il y a non seulement, donc on va mettre les indicateurs, donc tous les indicateurs sont dans le rouge. Donc là, bon, on n'a pas de, comment dire, d'état d'âme, hein. On sait que c'est une voie pathologique. Et puis en général, dans ces cas-là, il y a un diagnostic qui est posé. Mais enfin, on ne sait jamais. C'est des patients qui peuvent aussi nous arriver en première intention. Et dans ces cas-là, quand on a ce genre de spectre, on n'attend pas avant de conseiller d'aller voir un phoniatre, bien sûr, voire même un neurologue. Donc là, on a une altération de l'attaque, une très grande instabilité en hauteur, une instabilité en amplitude, un rapport signal-sur-bruit patho, enfin tout est patho. Et on a surtout, ce qui est caractéristique des problèmes qui sont plutôt neurologiques, des déstructurations harmoniques ici, qui sont très très nettes sur le spectrogramme. Voilà. Donc, vous voyez que le spectrogramme est extrêmement riche et informatif et peut alerter l'orthophoniste beaucoup plus tôt que ce qui pourrait être le cas sans outil sur la gravité, la sévérité des troubles de la voix.
Voilà. Et puis pour terminer ces exemples, je vais vous montrer donc une voix travaillée. Alors là, comme j'ai montré beaucoup des femmes, j'ai montré un homme. C'est un ténor. Vous l'avez entendu? Je pense que oui. Bon, c'est pas du tout pareil, vous vous en doutez. Voilà. Donc là, on a. Alors, évidemment, là, les indicateurs vont les indicateurs. Pourquoi il ne veut pas avoir mon spectre? Voilà. Les indicateurs ici vont être. Ah, tiens, un petit problème. Ouais. Où ça? Je vais le retourner. Voilà. Donc là, on voit que bon, il y a pas d'instabilité en fait. C'est juste parce que le patient a fait du vibrato. Donc dans le protocole, en général, quand on a ça, c'est pas un patient que j'avais au cabinet, évidemment. Donc lui, il n'a pas besoin d'orthophonie. Et donc lui, tous les indicateurs sont très bons. Et là, il note l'instabilité en hauteur tout simplement parce qu'il a vibré. En principe, il faut évidemment leur demander de ne pas faire de vibrato pour vraiment évaluer la qualité de la voix sans, on va dire, sans technique vocale. Voilà, et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le rapport d'énergie des harmoniques entre elles est tout à fait différent. On voit ici qu'il y a une très très grosse énergie harmonique dans la zone de 1500-3500 qui correspond au fameux singing formant, hein, le formant du chanteur, et qui donne cette impression de voix très forte. C'est pas forcément qu'elle est très forte, c'est que juste elle est amplifiée, elle est très riche au niveau des hautes fréquences, et c'est ce qui permet à un ténor de passer au-dessus d'un orchestre de 80 musiciens sans aucun problème. Voilà, donc on voit que c'est des profils extrêmement différents, mais à force de savoir, de comprendre et de savoir vraiment interpréter des spectres, hein, c'est ce qu'on fait dans les formations, eh bien l'orthophoniste peut acquérir une très grande expertise par rapport à ce qu'elle va voir en fait et ce qu'elle va détecter de la voix du patient, et puis de pouvoir évidemment faire des comparaisons avant-après. Si grâce à son travail, elle a permis au patient de développer cette énergie extra-vocalique qui lui permet d'avoir un meilleur rendement, et eh bien voilà, le contrat entre guillemets thérapeutique est rempli. Voilà, donc maintenant je vais passer à la phase peut-être que vous attendez, c'est je vais vous montrer trois types d'exercices que moi je faisais faire à mes patients. Et que l'on donc je vais utiliser trois outils différents pour vous montrer un peu, sachant que il y en a plein d'autres évidemment, mais ceux-là font partie des, on va dire, des musts. Alors j'espère que ça va marcher. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est un module que j'aime bien, que je trouve assez rigolo, qui s'appelle hauteur tonale. Donc là, par exemple, c'est un exercice que je recommande aussi aux chanteurs pour acquérir la justesse vocale. Alors la justesse vocale, c'est pas du tout quelque chose comment dire, dont on s'occupe en orthophonie, mais pour les chanteurs et les coachs vocaux, ça peut être vraiment un objectif hein, de chanter juste. Et donc chanter juste, ça veut dire quoi? Chanter juste, ça veut dire contrôler très 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 finement la hauteur de sa voix en fonction de la note qu'on doit faire. Alors nous, on ne raisonne pas en termes de notes, on raisonne en termes de fréquence, mais ça revient au même. Donc là, par exemple, je vais m'amuser à suivre ce gabarit. Donc pour suivre ce gabarit, je vais être obligée de contrôler très finement la tension des cordes vocales. Donc je vais solliciter les muscles
dont j'ai un peu oublié le nom, mais je suis sûre que Elisabeth nous rappellera tout ça. Je crois que c'est le cricothyroïdien qui va tendre les cordes vocales très très finement pour arriver à suivre ce gabarit. Alors ça a l'air tout simple, mais en fait, c'est pas du tout si facile que ça. Donc, j'y vais. Alors, je vais. Donc là, j'ai trois montagnes à faire. Donc, j'ai tout à fait le droit de prendre ma respiration entre chaque. Alors, c'est parti. Voilà, donc le contrat est rempli. Sauf que là, bon, je suis pas partie sur la bonne hauteur et je suis montée un peu trop vite par rapport à la pente et je suis descendue un tout petit peu un tout petit peu moins vite. Ensuite, je suis repartie et on voit qu'au fur et à mesure, le contrôle visuel me permet de réajuster en fait en fonction de ce que je vois. C'est-à-dire que souvent, quand on monte, vous le savez tous, hein, quand on monte la voix, on fait plus fort. Et quand on descend, on fait plus doucement, on lâche tout. Donc, le but du jeu, là, c'est de contrôler la hauteur de la voix. Et donc, si on veut suivre le gabarit, on est obligé de réguler bien mieux la pression sous-glottique, donc la régulation de la pression sous-glottique, et sus-glottique aussi, mais bon, ça, on en parlera après, pour pouvoir, en fait, contrôler aussi bien en descendant qu'en montant. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut, bon, on peut changer de couleur et dire au patient, bah, vous allez essayer de faire la même chose. Donc le patient essaye. Hein. Voilà. Donc ça permet une visualisation en temps réel extrêmement fine de la hauteur. En plus, c'est joli, c'est ludique, les patients, que ce soit les enfants et les adultes, aiment beaucoup. Mais évidemment, il faut que l'orthophoniste ajuste les paramètres de hauteur, de durée, pour que ce soit réalisable pour le patient, puisqu'évidemment, des patients qui ont des immobilités laryngées ou des pathologies sévères, ils ne peuvent évidemment pas faire ça. Donc, on va procéder par étapes, et c'est ces étapes qu'on apprend en formation. Voilà, donc ça, c'est un des premiers exercices. C'est pas le premier exercice qu'on fait parce que il peut tendre un peu le patient, donc c'est pas l'objectif. Mais enfin, je voulais vous le montrer parce que c'était quand même c'est parmi les plus sympas. Ensuite, je voulais vous montrer un deuxième exercice avec le spectre en temps réel. Donc, cet outil-là peut être utilisé en différé, vous avez vu, et en temps réel. Donc là, je vais je fais un petit paramétrage, je vais me mettre en 0,1000 en haut, voire même 0,500. Et je vais me mettre ici sur l'onglet puissance. Donc là, c'est un exercice de dissociation. Donc ça va intéresser Isabelle parce qu'on a parlé de tout ça l'autre jour. De dissociation hauteur-intensité. C'est-à-dire que, et ça c'est fondamental, même pour les chanteurs, je pense, de savoir qu'on peut contrôler la hauteur sans l'intensité et vice-versa. Donc là, je vais m'amuser à faire une petite variation de hauteur que vous allez voir ici sur le spectre. Et ici, le but du jeu, ça va être de ne pas varier l'intensité. Si je le fais mal, voilà ce que ça donne. Oh. C'est-à-dire que là, j'ai une corrélation parfaite entre l'intensité et la hauteur. Si je le fais bien, je vais essayer de faire quelque chose de plus plat. Et le feedback visuel va m'y aider. Ça donne. Alors, vous voyez que
j'y suis arrivée, mais bon, voilà, moi, j'ai pas une technique vocale suffisante pour arriver à faire un truc vraiment très plat, mais c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que au début, enfin, le feedback visuel m'aide, et puis au fur et à mesure, mon attention diminue et je me laisse surprendre par le fait d'avoir envie, quand je descends ma voix, de me relâcher et de diminuer la pression sous-glottique. Voilà, donc ça fait partie, et le feedback aide beaucoup puisque le but, c'est de rester sur la même couleur. Et le dernier exercice que je voulais vous montrer, c'est celui-là. Donc là, on a un des outils qui permet d'évaluer la fréquence fondamentale, et on va avoir un histogramme en temps réel. Donc là, par exemple, je vais lancer le calcul de l'histogramme en temps réel, sachant que mon fondamental usuel moyen, moi, est toujours à 219 Hz. Là, je ne suis pas en voix conversationnelle. Quand je vous parle, je suis en voix impliquée. Donc, vous allez voir que ma fréquence fondamentale en voix impliquée est légèrement plus élevée, ce qui est tout à fait normal. Et quand on n'a pas ça, c'est pas normal. Alors, donc là, je lance le calcul. Donc ici, vous allez voir se dessiner au fur et à mesure un histogramme qui correspond à la fréquence fondamentale, fréquence usuelle moyenne. C'est-à-dire, plus je parle et plus le logiciel fait des extractions de fréquences fondamentales et va incrémenter et enrichir, on va dire, l'histogramme. Voilà, donc là, si j'arrête le calcul, il m'a calculé 257 Hz, c'est-à-dire mon fondamental en voix impliquée est à 257 Hz, ce qui est bien en décalage avec mon fondamental usuel moyen en voix conversationnelle. Et là, on voit que il y a la valeur ici, 257 Hz, ça correspond entre ces deux notes-là. Voilà, donc là, par exemple, ça peut être très intéressant de travailler avec un patient. Imaginez un patient ou un chanteur, hein, qui a une voix très, très, très monotone, hein, donc on a ce type de patient. Eh bien, on peut s'amuser à le faire travailler pour que il visualise, on va dire, la base de l'histogramme, et que la base de l'histogramme, donc là, par exemple, si je m'amuse à parler avec une voix beaucoup plus le- une voix beaucoup plus mélodieuse, etc., petit à petit, l'histogramme va s'élargir, et le patient va voir en temps réel cet histogramme s'enrichir et s'élargir. Donc voilà, et on peut faire pareil pour la sirène aussi, pour voir vraiment l'étendue vocale, hein, si je fais la sirène. Oh, oh. Voilà. Donc un instrument de mesure en temps réel peut devenir, bien sûr, en temps réel peut devenir un outil de rééducation et de feedback. Voilà, donc je pense que j'ai terminé mes démonstrations. Donc je vais conclure cette présentation par une petite... Anne, Oui, excusez-moi, est-ce qu'il y a une question peut-être qui serait bon de répondre maintenant avant de conclure? oui. Quelqu'un demande, jusqu'à quel âge doit-on utiliser le repère enfant? Ah, c'est une excellente question. Alors, les repères enfants, on va dire jusqu'à la mue, hein, donc jusqu'à 12 ans, ça peut tenir la route, sauf qu'effectivement, le fondamental usuel de la voix de l'enfant de 8 ans et de l'enfant de 5 ans n'est pas du tout le même. Ça descend, hein, n'est pas du tout le même que l'enfant de 8 ans. Donc, les repères enfants, voilà, on a mis donc du coup deux types de repères, le repère 5 ans et le repère 12 ans, sachant que comme ça descend, si on est sur 8 ans, bah, on se positionne entre les deux. Voilà. Merci, je pense que ça répond bien à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'intervention que je viens de faire? Non, je crois que c'est très clair. Il n'y a pas eu de questions. Voilà, donc après, ben, on va dire le message que je voulais faire passer, c'est que c'est important de prendre soin de sa voix, parce que vous voyez qu'elle vieillit au cours du temps, et que plus on utilise sa voix, plus on chante, plus on ose interpeller, faire des discours à haute voix sans forcément avoir un micro, euh, plus on sollicite sa voix, puisque c'est un muscle, et moins on a de chances qu'elle vieillisse vite. Et la presbyphonie, ça existe, c'est-à-dire le vieillissement prématuré de la voix, ça existe, on l'a étudié. Et
voilà, souvent on prend conscience, c'est important de prendre soin de ses dents, de son dos, de ses mains, mais la voix, c'est important. Et surtout que finalement, grâce à la technologie, les personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément une culture musicale, qui ne sont pas forcément musiciens, peuvent aussi apprendre à chanter juste, voilà, avec des outils de feedback. Puisque j'ai beaucoup d'orthophonistes qui se désespèrent un peu de ne pas être musiciennes et qui n'osent pas prendre en charge des voix. Et j'ai envie de leur dire, bah si vous êtes orthophoniste, donc vous avez cette compétence-là, et c'est pas parce que vous n'êtes pas musicienne ou chanteuse que vous ne pouvez pas prendre en charge des voix, et l'outil est fait aussi pour vous assister à ce niveau-là. Voilà, et puis ben, je vais conclure là-dessus. Je voulais remercier encore une fois Isabelle et Elisabeth, et j'espère que ça donnerait lieu aussi à d'autres échanges par rapport à la coopération phoniatre, ORL, orthophoniste, et puis par rapport à l'analyse spectrale de ce que l'on peut en voir et le rapprochement, le lien qui peut se faire entre une pathologie donnée avec ses caractéristiques, on va dire, physiologiques, médicales, et la représentation spectrale et ce qu'on peut en tirer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Anne. C'était vraiment très, très clair. Et je dois dire, pour moi qui suis phoniatre, ça donne vraiment très, très envie d'avoir un moyen supplémentaire de visualiser la voix. Et le biofeedback est vraiment quelque chose de très, très important dans l'accompagnement vocal, Oui. que ce soit dans le soin, mais aussi dans la transmission des informations sur le fonctionnement de la voix. Parce que moi, je suis vraiment convaincue, le travail vocal, c'est un travail qui n'est pas... enfin, je veux dire, le soin vocal, c'est vraiment quelque chose de totalement inédit en médecine. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'appuyer sur la médecine patriarcale telle qu'on l'apprend, c'est-à-dire où on a deux individus, un qui sait et l'autre qui ne sait pas. Et c'est Exactement. celui qui sait qui va décider pour celui qui ne sait pas. Je veux dire, Exactement. dans la voix, ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut en permanence, et c'est, je pense, vraiment notre travail aux phoniatres, aux orthophonistes, la transmission et transmettre quelque chose qui est impalpable, dans le sens qui est quelque chose qui est totalement évanescent, puisque la voix, finalement, ça disparaît aussi rapidement qu'on l'émet. Mm. Donc, avoir la possibilité d'inscrire dans le temps ce phénomène vocal, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et je trouve vraiment que le travail que vous faites avec votre époux est vraiment qui va dans ce sens, en fait, de l'aide, de la transmission, pour que chacun des partenaires comprenne au mieux, en fonction de ses connaissances de base, bien entendu, parce que le travail vocal, c'est toujours un partenariat. Et on ne peut pas être déséquilibré sur le plan des connaissances. Mm. Et je trouve que c'est, enfin vraiment, moi j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais ça me fait vraiment, vraiment très envie. Écoutez, tant mieux. Oui, absolument. Le côté, enfin, j'ai remarqué aussi et ça n'intervient dans aucune autre pathologie qui concerne les orthophonistes, c'est que la voix, c'est quand même quelque chose d'extrêmement émotionnel. Et ça, on l'a pas tellement dans la parole. Et c'est ce qui fait que souvent les orthophonistes sont un peu englués en fait dans le contenu émotionnel, affectif. Il peut y avoir comment dire, des désordres affectifs sous-jacents dont elle sait pas quoi faire elle est pas psychologue. Et le fait d'avoir un outil décolle un peu ce côté affectif et permet à l'orthophoniste de ne pas se laisser engluer là-dedans de pouvoir rassurer vraiment, que ce soit les parents quand il s'agit d'enfants ou que ce soit les patients, de les rassurer aussi sur le fait qu'elles peuvent s'inscrire en tant qu'orthophonistes, physiologistes, fonctionnels et pouvoir à ce moment-là réorienter plus facilement vers des compétences des psychologues, le patient. Donc il y a cette idée-là et identifier aussi les résistances, puisqu'en fait, on a des patients qui viennent nous consulter, mais qui n'ont pas du tout envie de changer leur voix. C'est arrivé plein de fois. Et en fait,
les outils nous permettent de le savoir tout de suite. Donc, on ne va pas s'embringuer dans des séances qui vont être gratifiantes pour personne, ni pour l'orthophoniste, ni le patient. On a tout de suite les réponses. On sait si, en gros, le patient a vraiment besoin et qu'il est vraiment en demande, ou s'il a besoin et qu'il n'est pas du tout en demande, auquel cas on diffère, etc. Et ça, c'est vraiment important parce que le domaine de la voix est particulièrement, je trouve, sujet à ce type de problématiques psychologiques, émotionnelles, qui sont très fortes, parce que la voix, tout le monde le sait, c'est le carrefour des émotions, hein. Dès qu'on est contrarié, on n'a plus la même voix. Dès on est stressé, on n'a plus la même voix. Et donc, on le sait tout de suite, quoi. Donc ça c'est vraiment important. Et le deuxième plan, c'est Pardon, que... pardon, Anne, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pourriez arrêter le partage d'écran pour qu'on vous voit? Excusez-moi. Oui, vous avez bien fait, mais moi, je ne savais plus que j'étais en partage d'écran. Voilà. Donc, oui, oui, c'est plus agréable pour moi aussi. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important et qui peut vraiment aider aussi les cliniciens, mais aussi les patients, en fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et ça me refait penser à ma formation. Quand j'étais interne et que je voulais me familiariser avec la consultation phoniatrique, donc j'ai bien sûr sollicité énormément de phoniatres, j'ai sollicité aussi des orthophonistes et j'ai eu énormément de mal de pouvoir participer à des consultations parce qu'on me laissait voir des rééducations de patients, notamment je parle pour les patients adultes, de surdité, de problèmes d'aphasie. Mais dès que c'était la voix, il fallait que je sorte du cabinet Ah, parce tiens, que ça. c'était... et alors je me disais, mais qu'est-ce qui se passe donc dans ces consultations qu'un tiers ne puisse pas participer? Et moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de phoniatres à l'époque, et d'orthophonistes probablement aussi, euh, qui, qui savaient très bien que dans cette approche de la voix, il y avait un peu ce côté psychologique qui n'est finalement pas normalement l'activité, le cœur de métier de l'orthophoniste, mais que l'orthophoniste était obligé d'y passer. Et je pense que ces orthophonistes contrôlaient, et ces phoniatres, hein, vraiment je mets les deux ensemble, contrôlaient probablement assez mal ce qui se passait entre le travail de la voix et le travail psychologique et ne voulait donc, enfin, prenait l'excuse que le patient allait dire des choses que le tiers ne pouvait pas entendre pour que ma présence ne soit pas là. Avec le temps, j'ai compris que je crois que ce tiers qui observait mettait un peu en danger la posture du phoniatre, dans le sens où finalement, il ne savait pas trop ce qu'il faisait entre le psychologique et la voix. Et moi, dans mon enseignement, puisque j'enseigne à l'école d'orthophonie, j'ai un peu ce même discours, c'est-à-dire que, bien entendu, la voix, c'est le support des émotions. Et les émotions ont un rôle à jouer dans la constitution de la voix. Mais l'abord de la voix peut se faire aussi pas uniquement par le côté des émotions et la partie psychologique. Quand on pense qu'elle est en cause dans le trouble vocal, elle relève d'un soin particulier et le patient a le droit pour ce soin d'avoir affaire avec un professionnel qui est formé à ce soin. Et donc moi, Exactement. très Donc, très tôt, j'encourage voilà. vraiment les étudiants Ouais. à différencier. On peut faire Ouais. des prises en charge parallèles, Ouais. mais nous, phoniatres, orthophonistes, nous sommes sollicités pour la voix. Nous ne Exact. sommes pas sollicités pour une psychothérapie. Exactement. Et ça, c'est vraiment très, très important et ça permet de ne pas se perdre. Ça, Voilà, je c'est pense que ça. Et c'est puis vraiment, surtout, de pas vraiment être. très En fait, important. on peut être très vite englué vraiment dans un Bien sûr, relationnel bien sûr. où pratiquement toutes les orthophonistes, quand on faisait des tours de table aux formations, etc., je parle au passé parce que les formations présentielles en Covid, on peut oublier, quoi. Mais toutes me disaient, mais moi, il y en a, elles me racontent leur vie, j'arrive pas à les faire travailler. Et parce que ça m'est arrivé moi aussi. Mais la chance que j'avais, c'est que j'avais l'outil et que je pouvais ensuite... l'outil joue le rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire il va tout de suite mettre le patient... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser tout le temps, attention, hein.
il va mettre tout de suite le patient en situation d'auto-prise en charge, d'acteur. Il est acteur de ces changements. Il est plus, j'attends tout du praticien, je m'assois sur le fauteuil, je fais un peu de relaxation et je fais un peu de voix quand même, manière, et je m'en vais. Non, c'est moi qui suis acteur de mon changement. C'est moi qui vais progresser, etc. Et moi, ça m'a autorisé, et vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que ça a été de me mettre en retrait. C'est-à-dire de me dire, moi j'arrivais, je disais, alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Et alors? Et alors? Le et alors voulant dire, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez fait? Comment vous pensez que vous pouvez progresser encore? Bien sûr, je donne des consignes, je réajuste les choses, bien sûr, mais c'était surtout lui qui disait, ah mais, et oui, mais d'après vous, pourquoi vous avez réussi à faire un trait de plus sur le spectre? Pourquoi vous avez réussi? Pourquoi alors que je ne vous l'ai pas dit, vous avez fait 3 secondes de plus? Ah, voilà. Et ça les fait réfléchir. Et du coup, on a une posture qui est bien plus confortable parce qu'on ne prend pas en charge sur notre dos, sur nos pauvres petites épaules, mais on est dans un rôle finalement d'accompagnant et oui, d'intermédiaire, mais c'est pas, on n'a pas toute la responsabilité sur le dos de la fée Mélusine qui va transformer la voix. Hein. Et du coup, les patients sont beaucoup plus motivés. Je me souviens, je raconte souvent l'anecdote d'une petite fille qui est arrivée au cabinet, qui avait une dysphonie dysfonctionnelle, mais lésionnelle, secondaire à une lésion, puisqu'elle avait qu'est-ce qu'elle avait déjà, elle avait je crois qu'elle avait un kyste congénital. Et donc, elle avait une dysfonction, une dysphonie dysfonctionnelle suite à consécutive à cette lésion. Et en plus, sa mère était aussi dysphonique, sauf qu'elle ne le savait pas. Moi, j'ai rien dit, mais j'avais quand même repéré. Et un jour, elle arrive un peu énervée en disant, ben voilà, ça n'a pas progressé, je crois qu'on va arrêter là. Ah, je lui dis, bah, je sais pas, on va voir, rentrer. Donc, je l'ai fait asseoir dans le bureau. Et je lui ai montré les premiers enregistrements. Bon, on avait déjà fait, je ne sais plus, 8 à 10 séances. Je lui ai fait rentrer dans le bureau, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, bah, écoutez, voilà, je vous fais écouter. Donc, j'avais tout le protocole, le A-tenu, la sirène, etc. Et là, je lui dis, ben voilà, il se trouvait que j'avais fait des enregistrements, on va dire, au cours de la séance. Donc, j'avais des enregistrements plus récents. Et je lui ai fait écouter la différence. Je lui ai montré les spectres. Et là, elle était scotchée. Elle ne se souvenait plus du tout de la voix qu'avait son enfant 10 séances d'avant. Et je lui dis, ben voilà, pour moi, le travail n'est pas terminé, mais voilà, c'est votre enfant, donc c'est vous qui prenez la décision de l'arrêt. Mais moi, je pense que j'ai encore ça, ça et ça à faire. Et donc, la maman, là, m'a dit, bah, écoutez, oui, oui, bien sûr. Mais si je n'avais pas eu l'outil, qu'est-ce que j'aurais pu dire? J'avais aucun argument. J'aurais pu dire, mais si, elle a progressé, mais qui prouvait qu'est-ce qui prouvait qu'elle avait réellement progressé? Alors que là, j'avais des valeurs factuelles, etc. Et là, dans plein de situations, j'ai béni l'outil de me permettre d'avoir cette expertise-là et de pouvoir convaincre les parents. Voilà, donc effectivement, bon, voilà, je pense que de toutes les façons, on n'arrête pas le progrès, que la technologie nous apporte des outils extraordinaires et qu'il faut s'en saisir. Il faut savoir bien les manipuler. On peut pas, les spectres, la lecture du spectre, ça s'apprend. Hein, c'est pas évident au début. Hein, faut s'acclimater. Mais une fois c'est pas très compliqué, très honnêtement. Enfin, je sais pas, peut-être Ariane qui est avec nous et il me semble que tu maîtrises l'outil. Tu peux peut-être en parler un peu, de voir comment toi, l'expérience que tu en as. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai que moi je maîtrise, donc maintenant j'adore le spectre, mais je ne sais pas si tu te rappelles d'une formation avec toi, alors j'avais déjà Vocalab, je t'avais dit le spectre, je sais, je m'en sers pas. Ah, et tu m'avais dit c'est 80%, bon, voilà. Mais après c'est super, c'est extraordinaire. Et sur le spectre, tu n'as pas parlé de la possibilité de visualiser les formants, à quel endroit sont les formants. Moi, je trouve ça extraordinaire pour les chanteurs, justement, des choses comme ça. Enfin, oui, oui. On s'habitue, hein, le spectre, et avec la base de données, avec tout ce qu'il y a dans Vocalab, voilà, ça permet d'apprendre aussi, à lire les spectres, à comparer.
Et surtout à corréler en fait l'évaluation. Parce que bon, je suis très virulente contre l'évaluation subjective, mais enfin, on a des oreilles, autant s'en servir aussi. Mais ce qui est très très bien, c'est d'apprendre à corréler ce qu'on entend et ce qu'on voit. Et ensuite, ce qui est extraordinaire, c'est que votre oreille apprendra à être dissociée aussi. C'est-à-dire que ce que vous ne pouviez pas faire avant, vous allez être capable de le faire en sachant analyser un spectre. C'est-à-dire que vous allez être capable, que ce soit d'ailleurs ceux qui nous écoutent, hein, qui sont plutôt professeurs de chant ou chanteurs eux-mêmes, c'est-à-dire que en fait, les professeurs de chant pourraient avoir une dissociation, une perception bien plus fine, bien plus réaliste, bien moins subjective, euh, en s'habituant à corréler leur perception au spectre. Parce qu'en fait, on se fait totalement blouser. On se fait totalement blouser. Mais par contre, quand on s'entraîne, euh, euh, on se fait moins blouser. On se fait blouser quand même, mais on se fait beaucoup moins blouser que quand on n'est pas entraîné. C'est-à-dire qu'on apprend à percevoir des choses qu'on n'aurait pas perçues avant. Voilà. Mais en fait, en orthophonie, on ne s'en sert pas. Moi, pour vous dire, je fais des analyses spectrales donc d'orthophonistes de partout qui m'envoient des fichiers. Je n'écoute même plus les fichiers. C'est-à-dire que je suis presque capable de reconstituer la voix en fonction du spectre que je vois. Bon, ça fait 25 ans que je vois des spectres, donc j'ai aucun mérite. Mais pour vous dire que, en fait, on est capable, la technologie nous permet maintenant non seulement en plus de former maintenant les gens à distance, mais en plus de presque repérer des pathologies. Euh, de repérer des pathologies comme ça juste en ayant 3 enregistrements de voix. Alors ça paraît très gonflé, hein, j'espère que je vais pas me mettre à dos la communauté scientifique et médicale en disant ça, mais j'ai suffisamment de recul pour pouvoir l'affirmer et voire même maintenant on a des outils qui nous permettent, des outils statistiques de très grande fiabilité qui nous permettent de d'avoir des groupes de cas, par exemple, de patients parkinsoniens, des groupes de cas de patients qui ont des dysarthries plus sévères et moins sympas que, entre guillemets, encore pire, et de pouvoir dire, eh ben, on a 50% de chances que ce soit plutôt une dysarthrie de type machin ou de type truc. Parce qu'on a des groupes de cas maintenant tellement importants, des bases de données tellement monstrueuses parce qu'on coopère avec des CHU, notamment celui de Bordeaux et aussi dans le cadre d'autres projets sur Toulouse, où on a aussi un groupe tchèque qui sont extrêmement forts et qui sont à la pointe au niveau mondial, qui ont accepté de nous transmettre leur corpus, ce qui est extraordinaire. Et on peut comme ça positionner des patients et dire attention. Ça ne veut pas dire que l'orthophoniste pourra dire poser un diagnostic, hein, évidemment non. Hein, ça, je le précise vraiment bien. Mais par contre, de dire aïe, 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 ça sent mauvais, il y a une instabilité de la voix, il y a une déstructuration harmonique, il y a ci, il y a ça. Attention, consultation neuro à prévoir ou au contraire de dire ben non, la voix peut inquiéter par ailleurs, ben non, finalement ça va. Donc, donc pour vous donner une idée de la puissance maintenant des outils, de là où jusqu'où on peut aller maintenant, et qu'il faut vite, vite vraiment comment dire, rentrer dans ce cadre-là pour aider aussi au diagnostic précoce de toutes les pathologies. On fait aussi ce travail-là pour la parole. On a maintenant une base de données de parole dont Ariane d'ailleurs, ici présente, a participé. Et elle a participé aussi à une expérience tout à fait originale où elle m'a envoyé la totalité des enregistrements de son cabinet et où je m'amusais à deviner la pathologie du patient. Tu te rappelles, Ariane? Voilà. Et donc, on est arrivé à un pourcentage hallucinant de corrélation. C'est-à-dire, j'arrivais à 80% à trouver quelle était la pathologie juste avec seulement 2 enregistrements, pour vous dire. Mais il faut que ce soit les bons, bien sûr. Hein. Donc voilà, ça ouvre des perspectives très, très intéressantes.
Anne, j'aurais deux petites questions. Je vais peut-être laisser Gaëlle poser directement la question. Oui, oui, oui. Euh, Je mets mon micro. Il faut que je regarde mes questions. Voilà, merci Elisabeth. Qu'est-ce que j'ai demandé? Oui, le format, c'est fait. Oui, est-ce que pour un professeur de chant, dont je fais partie, est-ce que ça pourrait être intéressant de demander aux élèves d'aller pratiquer ce spectrogramme, mais comment le communiquer aux profs pour qu'ensemble, peut-être à trois alors, on puisse le visualiser de façon objective? Parce que tout ce que vous avez dit par rapport à la psychologie, nous, en tant que profs, on y est confronté comme vous en tant que, effectivement, que phoniatre ou bien orthophoniste. Donc, est-ce que ça pourrait être un plus et comment ça pourrait être un outil de travail pour nous, en plus du côté sensation, technique, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un relais possible, soit en cabinet, soit après quand on donne des cours, par rapport à cet outil qui est génial? Bon, la solution la plus simple, c'est d'acquérir une licence qui vous permet de l'avoir sur un ordinateur, de pouvoir le trimballer partout et de pouvoir. Alors moi, l'expérience qu'on avait fait avec le conservatoire, c'était magnifique et on avait installé un grand écran et chaque élève venait et faisait le protocole Vocalab déjà pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Il n'y avait plus, donc on oubliait le niveau, etc. Et moi, je faisais les analyses. Donc ça, éventuellement, c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre comme ça, sans que je me déplace en visioconférence. C'est-à-dire, je fais une analyse spectrale en direct. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, il y a à la limite même pas besoin d'avoir une licence, puisqu'on peut le faire sur ma licence, en fait. Puisque c'est possible maintenant. Ouais. Parce que maintenant, l'utilisation de Vocalab est possible en télésoin. Donc, en fait, c'est soit vous pouvez acquérir une licence, et donc, auquel cas la licence vous appartient et vous en faites ce que vous voulez, vous l'utilisez vraiment avec vos élèves. Ça, c'est tout à fait possible. Soit, effectivement, on peut envisager d'organiser des petites sessions comme ça où je vous fais des analyses en direct. Et ça peut être donc soit sur le protocole Vocalab, soit sur autre chose. C'est-à-dire que l'élève choisit une petite phrase de son répertoire et je vous montre comment faire une analyse spectrale en direct et comment vous pouvez l'utiliser après, bien sûr, en... Oui, ça c'est... Pourquoi pas. Je l'ai déjà fait dans le cadre du conservatoire de Montauban. D'accord, vous êtes essentiel parce que nous, on peut travailler avec le résultat, mais pas avec l'analyse. Donc, c'est un travail à trois avec vous, l'élève et le prof. Oui, bon, c'est évident. Après, voilà. Ce qui est sûr, c'est que systématiquement, en fait, dans les formations, je refais un rappel des données acoustiques. Qu'est-ce que c'est qu'une harmonique? Qu'est-ce que c'est qu'un formant? Et ça, voilà, ça, je peux pas en faire l'économie. J'arrive pas à en faire l'économie. J'aimerais, mais je peux pas. Parce que tant qu'on n'a pas ces compétences-là, tant qu'on n'a pas ces fondamentaux, on peut pas comprendre ce que c'est qu'un spectre. Mais bon, je vous rassure, après, même avec des enfants, je l'utilise. Et eux, les enfants, je leur explique pas la transformée de Fourier. Je leur dis, ah, t'as fait deux traits alors que là, t'en avais fait qu'un. Voilà. Et puis après, c'est eux qui font la spectrale. Mais un petit gamin, un jour, il m'a épaté. Il m'a dit, ah, t'as vu là parce qu'il m'avait entendu prononcer le mot harmonique. Et il m'a dit, ah, t'as vu là, il y a des nanamoniques. Des nanamoniques, là. Je lui ai dit, oui, oui, c'est ça. Appelle-les comme tu veux. Voilà. Le tout, c'est qu'il y en ait. Voilà. Et en fait, même les orthophonistes, Ariane peut témoigner, enfin, même dans les formations, on ne passe pas non plus 3 heures à faire de l'acoustique. On rappelle les fondamentaux, c'est tout, pour comprendre ce qu'on voit, et après, on y va. Et après, c'est des représentations spectrales. Bon, il y a plein d'autres représentations que je ne vous ai pas montrées. L'avantage de Vocalab, c'est que justement, on l'a tellement adapté. Il a été tellement à l'épreuve du terrain que tous ces petits paramètres-là, les petits réglages, vous permettent de l'utiliser pas que pour comment dire, des cas de voix. Vous pouvez, il y a des orthophonistes qui l'utilisent pour montrer les confusions sourdes sonores. Il y a des orthophonistes qui l'utilisent pour montrer ce que c'est que la constriction, l'occlusion. Enfin, je veux dire, ça sert aussi pour la parole. Après, pour la parole, il y a Diadolab qui est bien plus performant, bien plus complet et qui concerne, on va dire, toute la partie orthophonique
phonétique, puisque les phonéticiens, je crois qu'il y a quelques phonéticiens parmi nous, il me semble. Voilà. Ça, par contre, là, c'est plus dans le domaine de la parole. Mais moi, j'ai découvert qu'il y avait un lien énorme entre la voix et la parole et que je trouve que c'est un petit peu dommage que ce soit autant, que la voix soit autant la voix, le larynx. Mais en fait, la voix, si on veut que ce soit une voix de qualité, il faut travailler sur la parole, sur l'articulation, sur le processus de constriction, sur le processus d'occlusion, voisement-occlusion. Si on ne fait pas ça, on est un peu à côté de la plaque, malheureusement, parce que en fait, on prend que la moitié du problème. En gros, si on s'occupe que du larynx, on prend que la moitié du problème. Donc, en gros, le problème, c'est quand il n'y a que la moitié du problème qui est résolu, ben, le problème n'est pas résolu. Si on ne s'occupe pas du foie du palais, si on aura beau mettre une pression sous-glottique énorme, faire de la rééducation du souffle, la relaxation, etc., si le voile du palais ne fonctionne pas, c'est mort. La voix, elle ne sera jamais riche parce qu'il y a une déperdition nasale et là, c'est mort. Donc tout ça, moi, je l'ai découvert avec les outils. Je ne l'ai pas inventé comme ça, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. C'est vraiment les outils qui nous ont permis. Et je dis souvent, on ne peut pas faire du bon boulot sans bons outils. On le sait, les artisans, s'ils n'ont pas les bons outils, ils ne peuvent pas faire du bon travail. Bien, finalement, les orthophonistes le savent, et la plupart de celles d'ailleurs qui sont équipées, voilà, ne peuvent plus s'en passer parce qu'elles ont besoin de ça pour affiner leur. Ou alors celles qui peuvent s'en passer, c'est celles qui l'ont tellement utilisé qu'en fait, elles ont une sorte de spectrogramme automatique dans la tête. Il y en a, hein. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a. C'est-à-dire qu'elles arrivent à être vraiment presque à se passer de l'outil parce qu'elles savent déjà ce qu'elles vont avoir à travailler. Voilà. Merci, c'est d'une grande richesse. Du coup, vous nous laisserez peut-être vos coordonnées au cas où on puisse vous contacter. Oui, mais les attendez, pour être un outil pour vous pouvez me certains. contacter par mail. Ça marche, super, merci beaucoup. Je vous donne mon adresse mail, là, je vous la tape. Oui, super. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aurais aussi envie de dire deux, trois choses. Elisabeth, tu m'autorises? Oui, juste peut-être avant que tu prennes la parole, Isabelle, il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que vous pouvez identifier un patient SLA sur la base du spectrogramme de sa voix? C'est moi qui ai posé cette question. Voilà. Je me permets, en fait, voilà, je suis étudiante en orthophonie en 5e année. Et au décours de débrief de stage, j'ai entendu, ça m'avait vraiment surpris, une maître de stage qui, au vu des symptômes d'une patiente, se posait la question d'une SLA. C'est une patiente qui n'était pas du tout diagnostiquée. Et c'est une question qui peut paraître naïve, mais est-ce que, enfin, au vu de votre connaissance, voilà, de votre très très bonne maîtrise des spectrogrammes, est-ce que un spectrogramme pourrait mettre la puce à l'oreille? Évidemment, là, dans ce cas-là, c'est le neurologue qui fait le diagnostic. Voilà, vous avez répondu à la question. Oui, voilà. Absolument. Absolument. C'est-à-dire quand on a un corpus actuellement donc, qui est un corpus qui a été constitué dans le cadre d'un gros projet de partenariat entre l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, qui est dans Étienne est donc chercheur associé à l'IRIT, et le CHU de Bordeaux, le centre référent dysarthrie de Bordeaux, avec donc le docteur Messner qui est neurologue. Et donc, ils se sont intéressés à nos travaux. Et effectivement, on a dans la base de données un groupe de cas donc, de dysarthrie de patients tout venant, un groupe de cas de dysarthrie de type Parkinson disease et SLA et PSP. Et effectivement, on a des graphiques, on arrive à extraire de données des graphiques extraordinairement précis, des matrices de corrélation, on appelle ça linéaire, non linéaire, une approche non linéaire statistique qui permet de positionner ensuite en fonction des résultats, en fonction du atténu, et de dire, oui, il s'en rapproche à tel ou tel pourcentage. Et effectivement, dans le spectrogramme, on voit ce que je vous ai montré tout à l'heure de la dystonie. C'était une dystonie, mais s'il faut, c'était une SLA non diagnostiquée ou parce qu'il y a ces déstructurations harmoniques. Après, c'est quand même dangereux. Donc là, j'incite vraiment à la prudence. C'est extrêmement dangereux de poser un diagnostic sûr à partir de ces éléments-là. C'est toujours une suspicion de.
Mais c'est pas à nous de poser le diagnostic. Non. Mais on peut se dire, ah, quand même. Mais là, Ah, voilà. dans ce Et il y cas-là, a- on oriente directement vers le neurologue. Ça, pour moi, c'est très clair. Exactement. Alors, vous avez aussi beaucoup d'orthophonistes qui m'ont envoyé des cas en me disant, voilà, je suis embêtée. Et donc là, j'en ai une orthophoniste luxembourgeoise qui m'a dit, ben voilà, enfin que j'ai formée, mais qui m'a dit, moi j'ai un souci avec ce cas. Et là, c'est pareil, je lui ai dit, tu me dis rien, tu me dis rien. Et là, quand j'ai entendu la voix, je me suis dit, oh là là, misère. Et en plus, c'est une femme jeune, qui a 49 ans seulement. Je me suis dit, c'est pas possible. Là, ça ressemble pas du tout à une dysphonie dysfonctionnelle. Et c'était vraiment, oulala. Enfin, là, j'ai pas encore fait l'analyse parce qu'il me manquait, son tralipo était inexploitable. Parce que je le fais aussi, je corrèle les données avec l'évaluation extrêmement précise par segmentation spectrale de la parole. Je fais pas que pour la voix. Je fais parole et voix pour être sûre de moi. Et même ça, même en ayant ça, je suis pas sûre de moi. Mais je dis, voilà, on est capable de dire, le patient, il y a de fortes chances pour que ce soit, ou de fortes malchances malheureusement pour que ce soit une dysarthrie. Et l'idée, c'est de refaire exactement le même bilan 3 mois après pour voir l'évolution. S'il y a une évolution rapide, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'effectivement, ça va être une ESLA. Si c'est une évolution faible, on est plus dans Parkinson disease, donc avec une évolution plus lente. Voilà. Donc ça, on va être capable de le faire maintenant. Absolument. Merci beaucoup. Isabelle, c'est à toi, tu as la parole. Merci. Alors moi j'ai plein de choses qui sont venues là et je remercie énormément Anne euh, de nous avoir présenté donc son travail et voilà, d'être venu faire cette conférence. Alors, ce que j'aime beaucoup, évidemment, dans la Maison de la Voix, c'est qu'Elisabeth est phoniatre et que moi, je suis coach vocal et qu'il y a des orthophonistes aussi avec nous. Et donc, on a des questions, mais on voit les choses de différents points de vue, avec différents besoins. Et voilà. Mais donc moi, je vais parler en tant que coach vocal. Donc déjà, je trouve que c'est passionnant de pouvoir visualiser une voix, puisque nous, on travaille beaucoup avec nos oreilles. Et là, clairement, Anne, vous nous avez démontré que les oreilles nous donnent une partie de l'information, mais de loin pas toute l'information. Donc c'est déjà et c'est important de le savoir en tant que coach vocal, parce que évidemment, ça veut dire que je peux acquérir un outil qui va me donner des informations en plus et qui va m'aider à travailler dans le sens voilà, où je veux travailler. Donc que ça soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, c'est déjà c'est précieux de savoir qu'en tant que coach vocal, c'est important. Et puis ça nous donne aussi des informations sur le fonctionnement de la voix qui est très différent que ce qu'on peut avoir juste avec ses oreilles. Donc ça, c'est déjà super important. Maintenant, ce que j'ai entendu aussi, c'est que alors, en tant que coach vocal, on travaille pas du tout avec les mêmes objectifs, souvent que pour une thérapie, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on travaille en tant qu'artiste, par exemple, avec des artistes, on peut travailler sur les défauts de la voix. C'est-à-dire que ce qui peut être traité en pathologie, parce qu'on va estimer que voilà, il y a une pathologie et on va le traiter, pour nous, en tant qu'artiste, on trouve ça très intéressant. Et artistiquement ou émotionnellement, on peut faire des choses extrêmement fortes avec une voix qui finalement est pathologique quelque part. Donc Oui, c'est pas parce qu'on a une voix. Alors c'est bien de le savoir qu'on a une voix enfin qui a des soucis, mais en même temps on n'est pas obligé d'y remédier si artistiquement ça nous convient. Et je trouve ça passionnant du coup de voir que bah oui. Cette voix qui n'est pas propre ou qui n'est pas voilà, elle me permet de faire des choses émotionnellement qui sont très 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 fortes. oui. Euh, Bien et du sûr, puisqu'il y a des chanteurs qui ont des pathologies vocales, hein, et qui, au contraire, font de leur pathologie une identité vocale. oui, Hein, donc il faut, et c'est pour ça que l'auto-évaluation est très importante. Parce que l'auto-évaluation, si on reçoit ce patient, imaginez, quelqu'un dit, oh, ta voix est pas belle, ou un prof qui va lui dire, bah, ta voix est pas belle, etc. Il revient, lui, il vient en orthophonie, par exemple, ou chez le médecin phoniatre. Le médecin phoniatre va faire
l'endoscopie, etc., va peut-être voir effectivement un petit polype qui va vibrer, donc qui va donner un petit caractère un petit peu éraillé à la voix. Mais quand elle va faire, si elle fait une auto-évaluation ou si l'orthophoniste fait une auto-évaluation, il n'y aura aucune gêne. Donc l'orthophoniste, ça va dire, mais je vais pas vous prendre en charge si vous n'avez pas de gêne. Bien que les indicateurs vont montrer, l'indicateur rapport signal sur bruit va être déficitaire, c'est sûr. Mais elle ne prendra pas en charge, mais elle le saura tout de suite au moins. Elle ne va pas faire déjà 10 séances en s'engluant dans le fait que le patient n'a pas envie. Donc s'il n'a pas envie, il va avoir tout un tas de réactions, de stratégies d'évitement que les orthophonistes connaissent par cœur. Oubli de rendez-vous, on ne fait pas les exercices à la maison, on ne fait pas les exercices en séance, on meuble, etc. Enfin, il y a plein de stratégies d'évitement qui vont nous interpeller. Mais là, on a tout de suite la réponse. Il n'y a pas de gêne. Donc, pas de gêne égale pas de séance. On va pas perdre du temps à faire des séances s'il n'y a pas de gêne. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Et du coup, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va relativiser, c'est-à-dire au niveau de l'esthétique, c'est-à-dire c'est beau, c'est pas beau, c'est bien, c'est pas beau, c'est pas bien, ça correspond à une esthétique ou ça correspond pas à une esthétique. On va déjà moins travailler avec le jugement. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, avec Elisabeth, on parle beaucoup de ça, c'est qu'on crée des équilibres. Et des fois, il y a un déséquilibre qui se crée pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y a un accident de la vie, etc. Et on peut recréer des nouveaux équilibres derrière. Donc ça aussi, et qui sont tout à fait satisfaisants au niveau de ce qu'on veut produire ou de l'esthétique qu'on veut produire, etc., etc. Donc voilà, on pourrait dire la voix n'est pas propre, mais je veux pas avoir une voix propre. Donc là, l'équilibre que j'ai créé me convient très très bien. Par contre, ça sera pas propre dans le sens où voilà. Et qu'est-ce que c'est une voix propre? Et ben là, vous allez pouvoir mettre des mots dessus en disant bah il y a peut-être du bruit dans la voix ou qu'est-ce que c'est une voix éraillée? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est éraillée, etc. On peut mettre des mots et aujourd'hui on sait un peu mieux tout ça. Et puis après, ça me convient. Donc, j'ai envie de continuer à utiliser cette voix éraillée. Donc, ça, je trouve que c'est super intéressant de savoir comment ça fonctionne et néanmoins de se dire on peut travailler avec des voix imparfaites et puis on a tous plus ou moins des voix imparfaites. Après, et on peut en faire des choses artistiquement et émotionnellement très, très riches et très, très fortes. Absolument. Le travail se complète bien. Enfin, il faut juste savoir qu'on n'a pas les mêmes objectifs, qu'on ne travaille pas du tout sur les mêmes choses. Exactement. C'est une histoire à la fois d'objectifs et de terminologie. C'est-à-dire, c'est important pour l'orthophoniste de savoir que ses prérogatives ne sont pas celles d'un coach vocal, sont pas celles, c'est pas non plus les mêmes que le médecin phoniatre. Donc, la terminologie n'est pas la même, même si j'affiche là un piano, parce que c'est important, et puis parce qu'effectivement, l'histoire du logiciel fait que un des premiers fans du logiciel, c'est un ancien chanteur, je peux le nommer, il s'appelle Christian Guérin. Il a formé énormément d'orthophonistes. Il était chanteur, il a eu de gros soucis de voix. Il a été rééduqué par une orthophoniste remarquable. Il faudrait que je me rappelle son nom. Je ne me souviens plus de son nom. Qui était connu à l'époque, était sur Paris. Et ensuite, il a malheureusement pas pu continuer sa carrière, mais ensuite, il a formé énormément d'orthophonistes. Et il y a des orthophonistes à l'heure actuelle qui forment selon sa technique. Et lui, quand il a vu arriver l'outil, voilà, et c'est lui qui nous a dit, c'est lui qui nous a demandé de rajouter les tessitures, ce que je n'aurais pas forcément fait parce que dans le cadre orthophonique, ça ne me semblait pas absolument indispensable. Mais c'était quand même intéressant. C'est quand même intéressant parce qu'il y a des orthophonistes qui donc reçoivent des patients qui sont chanteurs, donc des chanteurs professionnels ou amateurs. Et ces chanteurs disent ah oui, mais moi je suis pas sûre d'être dans le bon pupitre. Et donc là, l'orthophoniste, elle est bien contente d'avoir ça pour lui dire bon là, le fondamental visuel moyen, il correspond à peu près à celui d'un ténor ou plutôt celui de basse. Ou de dire, mais il y a quand même un truc bizarre, c'est que, par exemple, le changement de mécanisme qu'on peut tout à fait identifier sur le spectre, donc on peut savoir où est le changement de mécanisme,
eh bien, il correspond à la zone de changement de mécanisme d'un baryton. Donc, ben, je pense que vous n'êtes pas bien en ténor, vous êtes plutôt baryton. Alors que l'orthophoniste, il connaît rien en voix. Hein. Enfin, je veux dire, elle peut, au vu des écrans, elle peut dire oui, effectivement. Moi, je suis musicienne, mais j'étais pas chanteuse, je veux dire. Donc, je maîtrise pas très peu la technique vocale. Et j'ai pu dire à des musiciens chanteurs, qui étaient, je recevais quelques élèves du conservatoire de Toulouse, qui me disaient, bah non, moi, j'ai l'impression de ne pas être au bon pupitre. Et moi, je leur confirmais ou je leur infirmais ce qu'ils ressentaient. Alors que j'avais pas du tout l'idée du timbre. Je ne sais même pas ce que c'est que le timbre. Je savais pas ce que c'était que le timbre d'un ténor par rapport à un baryton. J'avais fait un petit peu de chorale au conservatoire, mais enfin, j'aimais pas beaucoup ça. Donc, en fait, Alors, l'outil m'a permis de. Voilà. Donc, en fait, on a aussi essayé d'adapter le logiciel. Par exemple, le phonétogramme, qui est un outil très chouette. Au départ, il n'y en avait pas. Et c'est Bernard Roubaud, alors je pense il y a des orthophonistes qui le connaissent, qui est un éminent orthophoniste sur Paris, qui a énormément travaillé sur les mécanismes, les différents mécanismes, mécanisme 1, mécanisme 2, etc., qui faisait beaucoup de phonétogrammes. Et puis en congrès, un jour, il m'a dit, bah, c'est quand même dommage que dans Vocalab, il n'y ait pas de phonétogramme. Ben, je lui dis, mais qu'à cela ne tienne, on va en faire un. Et on a fait un phonétogramme. Et au début, ça marchait pas bien. C'était compliqué à faire ce truc. Et puis petit à petit, on l'a amélioré. Et maintenant, il marche même en temps réel. C'est qu'on peut dessiner avec des couleurs différentes. On peut dessiner un phonétogramme. Je n'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais on peut dessiner un phonétogramme en temps réel. Donc en fait, c'est vraiment un outil. C'est presque une construction collective. Et j'en profite pour remercier toutes les orthophonistes qui nous ont envoyé des remarques constructives, parfois pas très sympas, mais on a ravalé notre fierté et on a quand même mis ça sur les to-do list. Étienne, il a gardé la to-do list qu'il avait depuis 25 ans et il y a plus de 600 remarques, 600 améliorations apportées au logiciel. Donc en fait, c'est un logiciel d'orthophoniste créé par des orthophonistes. Nous, on a été évidemment les promoteurs principaux. Mais c'est pour ça qu'il est complètement ajusté au millimètre près à la pratique orthophonique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas servir à des chanteurs ou à des coachs vocaux, bien sûr. Hein, il y a des coachs vocaux qui s'en servent. Mais on va dire que c'est quand même surtout, ça a été surtout fait pour, on va dire, voilà. Pour les orthophonistes, parce qu'on a tenu compte des remarques qui sont remontées de tous les utilisateurs de la première heure qui avaient un outil au départ pas très fiable, au départ mal fichu, et qu'au fur et à mesure que les orthophonistes nous disaient oh mais quand même c'est pas pratique votre truc, vous pourriez pas faire ci ou pas faire ça, bah, on se disait bah oui on va le faire pour améliorer quoi. Voilà, et donc j'en profite pour remercier et exprimer toute ma reconnaissance à Étienne pour sa patience légendaire et pour voilà enfin il a tenu compte de tout ce qu'on lui disait, il a jamais critiqué les remarques, il a toujours voilà fait en sorte que le logiciel soit au mieux, aider les orthophonistes aussi, il anime les formations avec moi. Il règle tous les problèmes techniques en formation et c'est une vraie chance pour moi, mais aussi pour l'orthophoniste d'avoir sa compétence qui est de renommée internationale quand même. Hein. Il est auteur de je ne sais combien de bouquins, enfin, il est reconnu sur le plan international et donc on a eu énormément de chance de l'avoir avec nous. Vraiment, on va dire pour l'orthophonie, quoi. Super, merci beaucoup Étienne. Voilà, j'en profite. Il n'est pas là, donc il a horreur que je fasse ça, mais je le fais quand même quand il n'est pas là parce que c'est vrai que c'est quand même. C'est enregistré, il pourra le revoir. Voilà. Moi, j'aurais encore deux choses à vous demander. Alors ça, c'est par rapport à une conférence qu'on fait avec Elisabeth. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence, est-ce que vous le voyez sur votre spectrogramme, entre quand on parle avec un masque et quand on parle sans masque? C'est-à-dire, quel est
qu'est-ce qui fait que le son est moins, on l'entend moins, quoi? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce que vous avez pu le voir sur votre spectrogramme? Alors, écoutez, je vous propose de... Et c'est marrant que vous posiez la question parce qu'Étienne a eu une conversation avec le docteur Crestani, qui est phoniatre à Toulouse, je ne sais pas si vous la connaissez, et qui l'a sollicité justement pour savoir... Alors, je vais prendre un masque. Là, vous m'entendez toujours? Non, non, je rigole. Non, et qui a fait des expérimentations de spectrogramme justement avec des masques FFP1, FFP2, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est une petite... Je ne sais pas, en fait, je ne connais pas trop la réponse, mais je vais vous faire. Donc, ça, c'est un masque en tissu. Et je vais prendre aussi un masque, un autre masque. Donc, je fais partager l'écran. Donc, je vais découvrir avec vous, hein, puisque... Voilà, partager. On va se mettre sur quoi? Sur 0,2500? Ouais, 0,5. Voilà, donc là, je vais faire... Donc, je vais me mettre en haut. Je vais faire un A tenu avec ce masque-là. Non, je vais faire le A tenu normal, pardon. Donc là, je vais essayer de garder la même distance bouche-micro. Donc là, je me mets en bas. Donc là, l'idée de comparer les spectres, c'est quand même bien. Il est un peu grand. T'as pas un FFP? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand même avec le masque qui est plus épais en tissu, on voit quand même qu'il y a une petite atténuation des hautes fréquences. Donc, le patient risque de forcer parce que il sent que sa voix est étouffée, il l'entend étouffée, donc il va pousser davantage. Mais entre le A et celui-là, il n'y a pratiquement pas de différence. Ça veut dire que peut-être pour les chanteurs, il vaut peut-être mieux, je ne sais pas, pour les chanteurs ou pour les... Enfin, je ne sais pas hein, ce que vous en pensez, Elisabeth et Isabelle, par exemple, ou quels sont les... Ça rejoint tout à fait ce qu'on trouve dans les publications actuellement, hein. C'est-à-dire que le masque le moins gênant, c'est le masque chirurgical C'est ça. qui baisse le moins les hautes fréquences. Plus le masque est épais, plus le masque va avoir un contact avec la peau qui soit très très proche, plus il va baisser les hautes fréquences. Donc ça va gêner, et ça c'est très intéressant de le partager, c'est-à-dire que bien sûr pour celui qui écoute une personne parlant avec un masque, on va perdre de l'information un petit peu, celle qui est liée aux hautes fréquences, et le locuteur, lui, il a un retour de sa voix qui est différent, et il va mettre en place une compensation qui n'est pas forcément adaptée, et donc il risque effectivement d'entrer dans le comportement de forçage vocal juste à cause, alors peut-être pas juste à cause d'un masque, mais en tout cas, le masque vient rajouter quelque chose encore à surmonter sur le plan de la production de la voix, Alors, d'autant plus quand on n'a pas de formation vocale. alors je rajoute une information, c'est qu'on est très gêné par les reprises inspiratoires. Ouais. Puisqu'en fait, les reprises inspiratoires, donc ça veut dire que la voix va avoir un impact au niveau de l'endurance. C'est-à-dire que comme et ça on le mesure avec Vocalab très bien, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation des performances de durée au cours du temps liée au fait qu'on reprend mal son air. Donc il y a ça. Et il y a aussi les constrictives étant on va dire des hautes fréquences, générant des hautes fréquences, il y a un plus grand risque de confusion. Et il n'y a en plus pas de lecture labiale, donc on va dire qu'on a une intelligibilité diminuée et
le récepteur peut être très gêné, puisqu'on sait que voilà, la parole étant multimodale, on comprend en lisant sur les lèvres, on ne s'en aperçoit pas, mais en fait on comprend énormément en lisant sur les lèvres et que bon, ça c'est classique, hein, toutes les orthophonistes le savent. Les orthophonistes, enfin je ne sais pas comment elles font d'ailleurs, hein. J'ai beaucoup d'empathie, de compassion pour elles parce que ça doit être vraiment très difficile de travailler avec des enfants, même avec des adultes, hein, de travailler avec un masque. Parce que souvent, nous, les orthophonistes, on est très expressifs, on surarticule, voilà. Et là, le fait en gros, de ne pas pouvoir montrer sa bouche, c'est vraiment enfin, je sais pas, hein, mais ça doit être un très gros problème, hein. Moi, ça m'effraie. Merci beaucoup, Anne. Alors, c'était le petit lien avec les autres conférences qu'on peut faire. Et la dernière chose que je voulais vous demander, excuse-moi, Elisabeth, c'est est-ce qu'on peut avoir accès à vos formations? Si oui, quoi, comment? Là, il y a une question aussi sur le logiciel. Est-ce qu'il faut acquérir le logiciel avant de suivre une formation ou pas? Et puis, est-ce que vous avez un site sur lequel on peut vous retrouver? Enfin, toutes les informations qui, la pratique sur la possibilité de suivre votre travail, d'être formé à votre travail. Et voilà. Alors, pour la question, conseillez-vous d'acquérir le logiciel avant de suivre la formation? Oui, c'est toujours bien, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'en gros, la formation, on n'a pas voulu que la sujettir à l'achat du logiciel. C'est-à-dire que si les personnes veulent être formées sans avoir le logiciel, c'est possible, on débloque des licences provisoires. C'est-à-dire que la personne peut travailler sur une licence provisoire et décide a posteriori ou pas d'acquérir le logiciel. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, bon, évidemment, 90% des personnes que je forme ont la licence, l'ont déjà depuis longtemps, l'utilisent même déjà un peu. Il y en a qui sont formés, mais qui n'ont pas pratiqué, donc qui se reforment, etc. Là, maintenant, les formules distancielles sont individuelles. Donc là, on a préféré former moins de gens, mais tant pis, mais faire des formations de grande qualité en ayant des formations individuelles. C'est-à-dire que là, vraiment, on fait du partage d'écran. Et donc, la personne manipule avec son matériel. La société GERIP accorde une réduction significative. Je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas commerciale, mais quand on achète à la fois la formation et le logiciel, je crois qu'il y a 25% de réduction, je crois, hein, sur l'achat d'une licence sur preuve comment dire, si on fait la formation. Voilà. Après, l'ouverture de la formation aux personnes qui ne sont pas orthophonistes, ça c'est une vraie question. C'est possible, il faut en discuter. Moyennant adaptation quand même du contenu, hein, puisque je ne peux pas dispenser le même contenu à une personne qui est coach vocal, mais pourquoi pas, hein, ça peut tout à fait s'envisager. Pour le moment, je ne le propose pas, mais pourquoi pas. Voilà, et après, pour le site, oui, j'ai un site. Alors, il faudrait que je puisse... attendez, euh, je vais vous le montrer. Voilà, donc c'est formationvoixparole.fr. Ouais. Arrêtez le partage. Voilà, donc là, arrêtez le partage. Voilà, donc je vous ai mis le lien vers mon site où il y a donc les formations, le détail des formations à la fois présentielles. Bon, présentielles, en principe, on devait en faire une sur Paris au mois de mars, mais malheureusement, avec le contexte, pas du tout sûr qu'on puisse la préserver. Donc les formations présentielles sont agréées FIFPL et DPC, donc pour les orthophonistes. Mais les formations distancielles, j'ai pas réussi à convaincre le FIFPL qu'en faisant de l'individuel, on faisait plus de qualité. Donc du coup, c'est pas remboursé. Il n'y a pas de prise en charge FIFPL et DPC pour les formations distancielles. Désolée.
Voilà, donc est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Oui, je crois. En tous les cas, merci beaucoup. C'était passionnant. En tous les cas, pour moi, je ne sais pas si d'autres personnes ont envie d'allumer leur micro. Et donc, puisque la tradition, c'est que on entende les voix avant de se quitter. Donc, je ne sais pas si, Attention, hein, je vais faire une analyse spectrale en direct. Non, non, je rigole. si, voilà. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je serai orthophoniste dans quelques mois et j'ai très envie d'utiliser cet outil. Il faudra que je me forme aussi, mais on nous l'avait déjà présenté en troisième année, donc là, ça m'a fait une petite piqûre de rappel. Oui. Mais voilà, j'ai très très envie de l'utiliser dans un avenir assez proche. Bon, ben, Merci. tant mieux si ça Merci. vous a intéressé. Et bravo pour votre travail. Continuez votre travail. C'est ça, vous faites un travail. Vous avez un mémoire, c'est ça? Oui, là, je suis en cinquième année, donc c'est l'année du mémoire, effectivement. Bon, Bon, alors ça, sur fond de Covid, c'est pas terrible, ouais. ça me facilite pas les choses, mais voilà, c'est la dernière ligne droite. Bon courage alors. Merci beaucoup. Moi, je suis professeure de phonétique. Donc, Ah, voilà, je suis extrêmement intéressée par ce que vous proposez dans une vision un peu différente, dans des usages différents, mais vraiment voir la voix, voir ce qui se passe selon la langue qu'on parle et ce qu'on met en place de pression, de relâchement, de constrictive, etc., etc. Ça me fascine complètement et j'aimerais beaucoup pouvoir utiliser ça dans l'exercice voilà, dans ce que je fais. alors pour ça, moi je vous conseille plutôt Diadolab parce que Diadolab, Oui, c'est oui, vraiment oui, sur la oui, parole et vous avez un oui. outil de segmentation qu'on a mis au point qui est absolument fantastique, qui permet aux orthophonistes donc de faire de l'analyse phonologique de très grande précision. Et je Mhm. vous assure, pour les phonéticiens qui vont s'intéresser aux contaminations et à la parole altérée, je ne sais pas si les phonéticiens s'intéressent surtout à la parole normale ou la parole multiculturelle ou de langues différentes, mais c'est extrêmement important, c'est extrêmement intéressant parce que là, Diadolab, en plus, vous pouvez acheter que la partie évaluation. Et donc, D'accord. ça peut être très intéressant pour vous d'avoir cet outil de segmentation et d'apprendre à vos élèves en tout cas, les orthophonistes savent, en principe, elles apprennent à le faire segmenter la parole, mais c'est extrêmement informatif, je vous assure, on découvre des choses extraordinaires, des phénomènes extraordinaires qui, qui, qui sont, grâce à ces outils de segmentation. Parce que Vocalab, on peut voir bien sûr la parole, mais dans Vocalab, il n'y a pas de moyen, on s'intéresse surtout à la voix, et il n'y a pas de moyen de vraiment caractériser les sons comme on peut faire avec Pratt par exemple, alors que Diadolab, on peut le faire maintenant. Et éventuellement, vous pourriez proposer une formation à Diatolab? Ah bah oui, oui, bien sûr, on forme les gens, enfin on forme en fait à Vocalab et Diadolab. D'accord. Ok. Donc Diadolab, c'est bon évidemment c'est très orienté, encore une fois c'est très orienté orthophonie, mais si vous êtes dans une dynamique plutôt de phonétique, pareil, on peut peut-être adapter le contenu, la forme, la durée à ce qui vous intéresse en fait, hein, tout simplement. D'accord. Là, Ok. l'avantage de la formation individuelle, c'est que je peux m'adapter en fait Bien sûr, bien sûr. au formalisme, au contexte, hein, etc. Mhm. Ok. Ben, merci beaucoup en tout cas, vraiment euh, tout à fait enthousiasmant. Comme toujours, ce que proposent Isabelle et Elisabeth, toujours. Merci beaucoup. Merci, merci Sonia. Alors, peut-être avant oui, de se quitter, si vous nous dites tous au revoir avec vos jolies voix, pas content. En tous les cas, Elisabeth, tu as peut-être encore envie de dire quelque chose. Ah non, non, moi je suis ravie de cette conférence. J'ai appris plein de choses et merci beaucoup Anne. C'était très très clair Elisabeth, si et vous voulez qu'on passionnant. coopère sur des analyses spectrales en lien avec des pathologies, ce sera avec grand plaisir en tout cas. J'y pense beaucoup. J'y pense maintenant à chaque fois que je fais un bilan, je me dis ah celui-là je vais peut-être l'envoyer. Voilà. Alors, il faut J'y toujours pense. anonymiser les Oui, fichiers oui, bien sûr, bien sûr. pour des raisons de confidentialité. Mais oui, oui, bien sûr. Mm.
Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on clôture là. Je vous souhaite à toutes une bonne journée et puis bah, peut-être à une prochaine fois alors, hein.